Win this game for one another. Allez, c'est parti pour la semaine 16, mais d'abord, les résultats des pronostics. Et Grégory se frotte les mains, il a raison, mais bon. La semaine dernière, c'était assez serré au niveau des scores. On s'est tous un peu rassurés, mais il y en a deux qui se sont bien plus rassurés. C'est Camille et Grégory. Je suis entouré de gagnants, c'est beau. Qui ont tous les deux fait 13 points. Bravo, messieurs. Et Raphaël, Alain et moi-même, on fait 11. On n'est pas trop largué, mais le fait est que Grégory continue de prendre de la marge. Et au moins, je n'en perds pas sur Raphaël et Alain. Du coup, les scores aujourd'hui, Camille est 5e avec 131. Alain et moi sommes 3e ex aequo, du coup, ou 4e? On dit 3e ex aequo. 3e ex aequo. Allez, 3e ex aequo. À 138, Raphaël est à 139, donc un point de plus que nous. Et Grégory est en tête avec 143, soit 4 points d'avance sur Raphaël. Rien n'est joué. On rappelle qu'en play-off, de toute façon, les cotes changeront. Vos 7 points d'avance sur Camille, ils peuvent fondre très rapidement en play-off. Attention. Toutes les affiches de la semaine 16, c'est parti. Attention, petit changement de programme. On est en fin de saison régulière, donc il n'y a plus de match du jeudi soir. Et cette année, pour la première fois, j'ai l'impression, il y a 3 matchs samedi. Il y a un match à 19h, un match à 22h30 et un match à 2h15 du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche. On va commencer par là. Donc Tampa Bay Buccaneers, 7 victoires, 7 défaites. Houston Texans, 9 victoires, 5 défaites. Les Houston Texans ont pris une sacrée option sur leur division AFC Sud, puisque leurs prochains adversaires, ce sont encore les Titans qui viennent de battre. Et là, ils vont à Tampa. Alors oui, Tampa, c'est pas une équipe qui fait bon jouer, qui vient de mettre 38 points à Détroit, qui met beaucoup de points, qui est très forte offensivement, mais qui, on rappelle, a quand même 33 pertes de balles cette saison, donc c'est pas mal. C'est même excessif. Ouais. Bon, il y a des arguments du côté de Tampa, volontiers, mais j'espère que les Texans sont capables d'être un poil plus disciplinés et de faire ce qu'il faut pour se rassurer, parce qu'ils ne sont pas encore assurés d'aller en play-off. Ils peuvent encore perdre leurs 2 matchs, perdre ce match-là. Il me semble qu'ils sont qualifiés. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais ils sont qualifiés s'ils gagnent ce match-là, il me semble. En revanche, je ne l'ai pas dit, tu fais bien de le préciser, on va vous donner à chaque fois les implications, mais ils sont qualifiés. S'ils gagnent ce match, ils sont sûrs d'être qualifiés. Le match contre Denver m'a un peu échaudé parce que généralement Houston, c'est pas l'équipe qui me séduit le plus depuis le début de la saison, mais les matchs qu'il fallait gagner jusque-là, j'avais dans l'idée qu'ils les remportaient quand même. La petite fessée qu'ils ont pris à domicile contre Denver, je me plais à croire que c'est qu'un incident et que globalement Houston reste quand même une meilleure équipe que Tampa Bay. Après, cette équipe de Tampa, ces dernières semaines, elle est pas bonne à prendre. Non. Alors certes, l'excellente défense de Détroit et de Matt Patricia. Ça aide. C'était un poil trop généreuse le week-end dernier. Excuse-nous, Camille. Ouais, franchement, Camille, t'as offert des boulevards à Jaméis, là, en l'occurrence. On rappelle que Camille est le sosie officiel de Matt Patricia, ou l'inverse. Tout à fait. Et bref, non, en tout cas, ça va mieux du côté de Tampa. On voit quand même que, certes, il y a toujours ces pertes de balles du côté de Jameis Winston et cette attaque floridienne, mais en tout cas, il y a une forme de rythme en attaque. Et avec, en parallèle du boulot que fait Todd Bowles au niveau de cette défense, c'est quand même déjà beaucoup plus cohérent. Et très sincèrement, voir cette équipe de Tampa terminer avec une fiche positive serait tout sauf une surprise vu la dynamique actuelle. D'accord. Après, encore une fois, voilà, je le dis, je préfère penser que Houston a vraiment fait une sortie de piste contre Denver à domicile et que là, sur des matchs où vraiment ça compte, ils ont remis l'église au milieu du village, on va dire, du côté de Tennessee. Et là, du côté de Tampa, ils vont assurer définitivement la qualification pour les playoffs. C'est une nouvelle expression, ça, non? L'église officielle. Oui, j'aime bien. Les Buccaneers qui sont devenus entre-temps la meilleure équipe, la meilleure défense au sol. Donc, bon, c'est jamais, ils ont été assez solides. Bon, après, le jeu au sol, c'est pas forcément la faculté première de Houston. Hein. Voilà. Et puis, il y a un gros pass rush avec Shaquille Barrett qui reste aujourd'hui le premier sacker de la ligue à 16,5. Donc, bon, il y a de quoi faire du côté de Tampa. On l'a dit, ils sont pas bons à prendre. Normalement, Houston est censé être un peu plus disciplinés, et moi je suis un peu rassuré par leur victoire face à Tennessee la semaine dernière à Tennessee. Oui, surtout que on parlait d'équipe haute, plus haute que les Titans la semaine dernière, c'est compliqué. Donc là, contre une équipe qui est également en confiance à l'extérieur, je vois pas pourquoi Houston ne pourrait pas le gagner sur le papier. On est d'accord, je prends Houston également. Donc samedi à 22h30, c'est le match des Patriots face aux Bills. Les Patriots à 11 victoires, 3 défaites, et les Bills à 10 victoires, 4 défaites. Et ça peut quand même avoir une grosse incidence dans la mesure où les Pats aujourd'hui ne sont pas encore assurés d'un tour de repos, si je dis pas de bêtises. Non, puisqu'ils peuvent se faire dépasser par les Bills, il me semble, en cas de victoire de Buffalo. De toute façon, ils ne sont pas encore assurés de la tête de la division, puisque Buffalo, en gagnant ce match et en considérant que les Patriots perdent le dernier et que les Bills gagnent le dernier,
Ou alors les Bills doivent mettre une énorme fessée. Après, ça dépend aussi des victoires intra-division. Oui, alors on vous cache pas. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, sur les tiebreakers, je suis pas parfait. Il me semble en tout cas que Buffalo, normalement, avec une victoire, peut être en position de force et assurer le titre de division en cas de victoire en dernière semaine contre les Jets. Ce serait beau. Ce serait surtout très inattendu. Oui, ça sort un peu de nulle part pour une équipe dont on n'était pas sûr qu'elle puisse se qualifier en playoff au début de la saison. Après, je parlais de dynamique un petit peu contraire là, ces dernières semaines du côté de New England. Alors, on va me dire, ils ont mis 34 points à Cincinnati, mais combien de points de la défense ? À Cincinnati. Déjà, à Cincinnati, mais combien de points de la défense ? Ils ont été quand même pas mal accrochés par cette équipe des Bengals. Offensivement, j'ai pas dans l'idée qu'on se soit énormément rassuré du côté de New England. Et là, ils vont affronter une défense de Buffalo qui est au taquet depuis plusieurs semaines. Qui a quand même posé des problèmes à la ligne offensive et des Cowboys et des Steelers. C'est quand même pas les plus mauvaises O-line de la ligue depuis le début de la saison. Non. Donc là, en l'occurrence, à New England, il y aura peut-être toujours ce petit complexe d'infériorité parce que voilà, malgré tout, dans la FC Est, les patrons depuis plusieurs années maintenant, ça reste quand même les Pats. Maintenant, très clairement, on sait que la force de Buffalo depuis le début de la saison, c'est de limiter les pertes de balles. Donc s'ils arrivent déjà... On va dire que c'est force contre force. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe, il y a la défense, je pense, de NFL qui crée le plus de turnover depuis le début de l'année contre 36 pour les Pats. L'attaque qui doit en commettre le moins, ou en tout cas qui ne doit pas être loin dans ce classement. Ils ont perdu que 16, les Bills. Donc voilà, si Buffalo arrive en effet à limiter ces pertes de balles-là et à mettre de nouveau Tom Brady un petit peu dans le doute, ça va pas être un match évident pour New England. On rappelle qu'au match aller, il y avait eu que 16-10 avec un Josh Allen qui s'était blessé en 3e, 4e quart, donc qui a même pas forcément eu la possibilité de jouer la victoire sur la dernière série. Donc ça va peut-être pas être un match si évident que ça pour New England, même si j'aurais forcément tendance, de par l'expérience, à aller vers New England. Moi aussi, par le fait que c'est à New England. Maintenant, moi, ce qui me rassure dans ce match pour les Bills, c'est que c'est un match qui, je pense, va pas se jouer en beaucoup de points, et que dans ce genre de match, à tout moment, tu peux prendre un touchdown au dernier quart-temps, tu peux prendre un field goal à la dernière seconde, tu peux avoir une perte de balles malencontreuse à la fin, parce que tu vois, les Patriots, ils ont perdu moins de ballons, ils ont perdu 12 ballons seulement. Ouais. Mais ils en font pas grand-chose quand ils l'ont du ballon cette année, c'est un fait. Il y a deux excellents défenseurs, voire le meilleur défenseur, en tout cas je pense, cette année, Stephon Gilmore côté Pats. T'as Tre'Davious White qui est excellent aussi du côté des Bills. Qui est moins fort que Gilmore, mais qui en tout cas en termes de perte de balles, il peut être extrêmement dangereux. Ils sont tous les deux ouais. à 6 interceptions, ils sont numéro 1 dans la ligue. Je pense que son duel avec Edelman va être assez sympathique. Ça va être sympa. De toute façon, ça va être un match normalement très serré, dans un stade très très froid, peut-être avec de la neige, ce serait assez rigolo. Donc voilà, samedi 22h30, vous savez ce que vous faites. Je prends les Patriots aussi, mais je ne serais pas surpris. Et ce serait un petit événement parce que les Patriots, ils n'ont pas perdu la division depuis un moment, je crois. Donc, oui, la dernière année, ça doit être 2011 avec Miami. C'est ça. Comme Camille nous dit que non, mais... ou les Jets avec Mark Sanchez, mais c'était avant ça. Non, je crois pas. Il est sorti en playoff, mais le match a lieu à Foxborough l'année où les Jets éliminent New England. Et il me semble que Miami, l'année où Brady se blesse et où ils finissent à 11-5, évidemment. Miami l'emporte avec le retour de la Wildcat. C'est beau. Excellent. Le dernier match de samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin, ce sont les San Francisco 49ers à 11 victoires 3 défaites face aux Rams à 8 victoires 6 défaites. Les Rams qui viennent de prendre une grosse claque à Dallas 44-21. Les Niners qui ont encore un petit truc à jouer puisque aujourd'hui ils sont que 3e en NFC et donc ils pourraient aller chercher un tour de repos en gagnant ce match, d'autant que les Packers jouent les Vikings. Ils sont 5e en NFC, tu veux dire. J'ai dit, oui, excuse-moi, c'est 5e. Aujourd'hui ils sont... Ah oui, c'est ça, parce qu'ils ont la... D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, tu m'excuses. Miami, c'était 2008, c'est pas 2011. Bon, de fait que c'était c'est juste, j'ai repensé entre-temps. Du coup, c'est peut-être Sanchez et les Jets en 2009 alors. Les Niners ont encore une possibilité d'aller chercher un tour de repos. Ils ont tout intérêt à le faire. Les Rams sont assez loin dans la course au playoff, mais ils sont encore. Bon, donc ça. Je crois que c'est la dernière équipe, hormis Eagles, parce ça que dépend pas d'eux, mais voilà. C'est la dernière équipe, on va dire, qui peut vraiment contester la suprématie des 6 premiers de la NFC. Oui, mais parce qu'ils sont à 8-6 et les Vikings à 10-4, donc il y a vraiment 2 matchs d'écart. Il faut vraiment que tout aille dans leur sens. Ça va être compliqué. Ouais. Sur ce match-là, les Niners viennent perdre face à Atlanta. Ils ont pris un petit coup d'arrêt. Est-ce que c'est pas le moment de se rassurer et de mettre une grosse claque à une équipe de Los Angeles qui, je pense, est déjà un peu en vacances aussi dans sa tête?
Je sais pas si les Rams sont en vacances. En tout cas, ouais, je pense que déjà l'essentiel, ce sera de se rassurer un petit peu offensivement du côté de cette équipe de San Francisco. Parce que souffrir de la manière dont ils ont souffert contre cette défense d'Atlanta, qui certes a eu des meilleures périodes, notamment après sa bye week, mais qui, bon, globalement, était quand même largement exposable. Oui. Je pense qu'il y a quand même des solutions à trouver du côté de San Francisco. Ça tombe bien, la défense des Rams a montré qu'elle était capable de libérer pas mal de brèches contre Dallas. Je pense au touchdown de Tevon Austin, par exemple, où ils s'en trouvent absolument tout seuls. Enfin, cette défense des Rams, ce backfield défensif que je défendais en début de saison et que j'ai un peu jinxé en l'occurrence, m'a l'air quand même un poil fragile. Et en effet, contre San Francisco, c'est un peu la même logique que Houston tout à l'heure. Je me dis que voilà, ça peut être un incident, en effet, sur un match qu'on pensait peut-être un peu plus simple contre une équipe qui jouait libérée. Là, en l'occurrence, c'est un match où les Rams ont quelque chose à jouer également. C'est un match où il y a une suprématie à instaurer au niveau de la NFC West. Un match qu'il ne faut absolument pas perdre parce qu'ils sont repassés derrière les Seahawks. Et sachant qu'ils se déplacent chez les Seahawks la semaine prochaine, donc il faut rester dans le coup pour éventuellement réussir à gagner la division. Donc tous ces indices-là m'amènent à penser que San Francisco peut s'imposer quand même. Jimmy Garoppolo, si les Niners gagnent ce match, serait le sixième joueur de l'histoire de la NFL à avoir 20 victoires en 25 matchs démarrés comme titulaire. C'est une belle stat. Dans ces 6 joueurs, il y en a 3 déjà au Hall of Fame et un qui est encore en activité. Donc, celui qui est en activité, c'est Ben Roethlisberger qui avait eu 22 victoires, c'est le record, en 25 matchs débutés en carrière. Match de saison régulière, bien sûr. Donc, bien joué Jimmy G. Tu prends les Niners ? Je prends les Niners. Je prends également les Niners. On passe à la série des matchs de 19h. Et on commence avec... non, j'ai pas la bonne liste. On commence avec les Miami Dolphins à 3 victoires et 11 défaites face aux Cincinnati Bengals à 1 victoire et 13 défaites. Moi, j'avais parié au début de l'année que c'était ce match-là que les Bengals allaient gagner. Bon, finalement, ils ont gagné avant. Et finalement, ils vont peut-être le perdre, moi, je pense, ce match. La dynamique est toujours un tout petit peu meilleure, je trouve, du côté de Miami. Elle n'est pas folle, hein. Non. Mais sur le papier, non, Ah bah là, elle est nulle, Raoul. Je sais pas si elle est nulle, mais Non, en mais- tout cas, je suis pas sûr que ça va nous vendre du rêve. Non, mais- Même s'il peut y avoir des points, Oui. il y a des défenses qui sont pas parfaites, notamment le run stop. Mais alors, Je crois plus en Ryan Fitzpatrick qui est capable de faire des trucs qu'en Andy Dalton pour qui j'ai vraiment plus d'espoir, quoi. oh t'es dur. Bon, il a pas fait des sorties catastrophiques non plus. Ah non, mais alors, ok, je suis un peu en même temps, il y a- réducteur. Je suis réducteur, c'est pas que Andy Dalton, c'est On va les dire, Bengals en on va dire général. que depuis son retour, quand New England, encore une fois, la défense est quand même assez solide et Dalton est quand même assez décisif lors de la victoire contre les Jets. Je le disais, ça va être une question de run-stop, mais quand on voit la ligne offensive de Cincinnati sur la protection de jeu de course, je pense que déjà ça va devenir un petit peu rédhibitoire. Donc, C'est l'équipe j'aurais- qui met le moins de points de la NFL, hein, quand même. ah bah oui, mais bon, ça m'étonne pas trop. Hein. C'est 15 un peu points ce de qu'on voit moyenne depuis en le début de la NFL, saison. c'est très très peu. Mais voilà, il y a Carlos Dunlap qui, en effet, continue d'être à son niveau depuis le début de l'année. Maintenant, franchement, les motifs d'espoir du côté de Cincinnati, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on attend. Et J. Green, a priori, devrait rejouer avec l'année prochaine. Est-ce que ça vaut la peine de le faire revenir et de risquer d'aggraver la Et blessure? puis du côté de Miami, on continue de faire des petits ajustements avec les joueurs qui sont encore dans le roster. Donc je pense que Fitzpatrick et Parker vont s'en donner à cœur joie et que Miami, sans être extraordinaire non plus, va s'imposer de manière assez solide. Oui, très bien résumé. On enchaîne avec le match des New York Jets, 5 victoires, 9 défaites face aux Pittsburgh Steelers, 8 victoires et 6 défaites. Les Steelers qui sont aujourd'hui encore détenteurs d'une place en wildcard. Ils sont aujourd'hui 6e en AFC. Il y a les Titans qui tapent à la porte. Derrière les Browns et les Raiders, c'est un peu plus loin, donc ça, a priori pour eux c'est cuit. Mais attention, parce que les Steelers, même si les Titans se qualifient pas via leur division, ils peuvent encore aller chercher une place en wildcard. Et pour ça, je pense que les Steelers vont se sortir les doigts du nez, pour rester poli, et oui, ne fais pas cet air choqué, et doivent aller gagner ce match. Là Ce aussi, serait une faute de le perdre. Et là aussi, c'est pareil, je vais pas me tromper. Il me semble que si Houston s'impose, une victoire des Steelers est qualifiée en playoff. Oui. Il me semble qu'ils ont le tiebreaker sur Oui, les parce que, Titans. est-ce que les deux se sont joués? Ils étaient à égalité il n'y a pas longtemps et Pittsburgh était devant. Donc il me semble que normalement, même si Houston et Pittsburgh s'imposent, pour moi les Steelers sont en playoff. Donc ça avait beaucoup de conditions. Mais en tout cas, sur ce match-là, contre des Jets qui sont un peu redescendus de leur nuage, on va dire, de fin novembre, où
on a vu qu'offensivement, il y a des petits doutes quand même qui se sont installés avec ces accrochages entre Adam Gaze et Sam Darnold. C'est pas Face- surprenant. Non, mais face à une défense des Steelers qui est excellente depuis le début de la saison, qui arrive vraiment à maintenir la franchise au-dessus de l'eau, voire mieux avec une possible qualification en playoff. Je pense qu'ils ont moyen de faire déjouer de cette attaque des Jets. Et là encore, dans un match très séduisant qui va se terminer à 17-14, je pense que les Steelers vont s'imposer. C'est le retour, en tout cas, c'est les retrouvailles de Le'Veon Le'Veon Bell, Bell tout à fait. avec ses anciens copains, enfin ses anciens collègues en tout cas, je sais pas si c'est ses copains. On doit y en avoir, mais quand même. oui. Après, défensivement, les Jets ont des arguments. On a vu que Devlin Hodges n'était pas forcément une garantie, on va dire. Ah non, on a vu qu'il avait lancé 2-3 Shooter pizzas les contre canards, Buffalo. apparemment c'est son truc. Ouais. Mais la force défensive des Steelers doit suffire, je trouve, sur ce match pour offrir la victoire et doit réussir à contenir le peu que Sam Darnold est capable d'offrir. Oui, parce que, encore une fois, Le'Veon Bell arrivera très revanchard pour ce match-là. Oui. Mais je pense que les Steelers, et encore une fois, l'impact de Le'Veon Bell du côté de New York cette année, c'est pas la première fois que j'en parle, mais je pense qu'il aurait pu avoir un impact beaucoup plus important, et en l'occurrence, c'est pas spécialement le cas. Donc je pense que les Steelers ont la possibilité de le freiner un tant soit peu, et de vraiment mettre la pression sur ce jeu aérien des Jets, qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, et là, en l'occurrence, ça pourrait tourner en faveur des joueurs de Mike Tomlin. Donc Steelers pour nous deux. Washington Redskins, 3 victoires, 11 défaites. New York Giants, 3 victoires, 11 défaites. C'est le match pour pas finir dernier. Ouais, c'est le match pour le deuxième choix de la draft. Oui, On peut le dire. aussi, mais pour pas finir dernier de la NFCS d'abord, ce qui est jamais très agréable. À finir dernier de la NFCS, cette saison, vaut mieux éviter. Ouais. C'est pas très reluisant. Je suis d'accord avec toi. Après même finir premier de cette division, honnêtement. Quoi dire sur ce match? C'est compliqué. C'est peut-être... Non, c'est pas le dernier match. Ils rejouent après chez eux les Giants. Parce Les que j'avais Giants l'impression rejouent chez eux contre Philadelphie. Ouais. Est-ce que ça aurait été le dernier match de Eli Manning à Non, New York? Oui, ce sera la semaine prochaine. Ouais. Ouais, ok. Enfin, a priori, sauf s'ils décident de remettre Daniel Jones qui serait remis, mais je suis pas sûr que ce soit dans les papiers. Il me semble que la saison était terminée pour le A rookie des priori, Giants. maintenant qu'ils ont mis Eli Manning, on va peut-être lui faire l'honneur de le voilà, laisser, pour le coup, on peut lui laisser son petit baroud avant potentiellement de le cutter. Non, je le disais très clairement, voilà, c'est quand même un match où j'ai presque envie de dire malheureux gagnant, parce qu'il y a quand même un petit enjeu pour l'équipe qui sera numéro 2. Il y a quand même un petit pass rusher sympa qui arrive à la draft prochaine. sur lequel on peut poser des objets, travailler. Voilà. Très bien. Un bureau. Exactement. Bien sûr. Non, tu parles du quarterback, toi. Moi, je te parle d'un edge rusher. C'est pas Joe Burrow le C'est un rusher? quarterback. Ah bon, ce tu sera... crois vraiment que j'y connais On en quelque chose reparlera lors de la NCAA? draft. On en reparlera lors de la Allez, draft. on enchaîne. Mais voilà, en tout cas, de ce que je vois, alors les Giants, certes, ils sortent d'un match où ils sont imposés de manière assez confortable contre Miami. Ils ont accroché les Eagles avec notamment une prolongation dans un match qu'ils auraient très bien pu remporter. Maintenant, j'aime pas mal quand même ce que je vois de Washington. En effet, ils jouent des Eagles qui sont également en plein Un peu doute. à la rue, ouais. Ils ont gagné à Carolina. On a vu que voilà, c'était en pleine décrépitude et ça a d'ailleurs coûté sa place à Ron Rivera. Maintenant, je trouve qu'offensivement, il y a un jeu au sol qui commence à avoir un peu plus de peps. Un Dwayne Haskins qui a l'air d'avoir un peu plus la confiance de sa ligne offensive. Une défense qui a l'air de se remettre un petit peu plus au niveau dans le sillage d'un London Collins notamment. Donc, sur ce match-là, je me demande l'équipe qui a le plus intérêt à perdre et je pense que les C'est New Giants York. qui en plus viennent de côté de Janoris Jenkins, donc qui auront une menace, même s'il n'est pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais une menace en moins en tout cas pour tenter de défendre sur Terry McLaurin. Ça peut être préjudiciable, donc j'irai vers Washington en l'occurrence sur ce match-là. J'irai à Washington aussi. Tu parlais du jeu au sol, Peterson qui a une nouvelle place à aller chercher dans le classement des meilleurs marqueurs de touchdown, puisqu'il est à égalité avec Walter Payton, 110 touchdowns. S'il en marque 111, il deviendrait le 4e meilleur en solo. Il y a du boulot pour aller chercher les 3 autres, parce que j'ai vu... Oui, au-dessus, c'est je très crois très que loin. c'est Emmitt Smith le premier, et il y a un paquet de touchdowns C'est avant. à 140 et quelques, je crois, donc 30 touchdowns, ça va être compliqué pour Mais Adrian bon, on parle Peterson. quand même d'un futur Hall of Famer quand même. Ah bah Adrian Peterson, oui, et là on avait le débat avant, et on a eu souvent Je le débat pense. sur plein de joueurs, mais Peterson, malgré ses écarts disciplinaires, on va dire, Oui, et malgré son quotient intellectuel quelque peu réduit, oui, il aura sûrement une veste dorée en il fin ne de sera pas carrière. le plus bête non plus de tous les Hall of Famers, a priori. Washington pour nous deux.
pour finir sur ce match. Le match suivant, c'est les Colts à 6 victoires et 8 défaites face aux Carolina Panthers à 5 victoires et 9 défaites. Pareil, deux équipes qu'on... Ouais, je sens qu'on va aller vite sur ce match-là. Ouais, rien à jouer, donc qu'est-ce qu'on peut en dire On va essayer de voir un petit peu ce que peut donner Will Grier, vu qu'il a été annoncé comme quarterback titulaire, au moins a priori pour les 2 derniers matchs de la saison. Ouais. 3e tour de la dernière draft, donc a priori du côté des Panthers, puisque on a testé Kyle Allen, c'est pas impossible qu'on le laisse partir à la fin de la saison vu qu'il sera agent libre. S'il voit que le 3e tour de draft peut donner satisfaction, on va peut-être se dire bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment de re-signer Kyle Allen pour être un numéro 2 ou est-ce qu'on garde vraiment ce joueur-là? Voilà, après très franchement, tu gardes peut-être Cam Newton dans le coin quand même. Oui, je pense qu'ils vont attendre que Cam Newton revienne, mais en tout cas, si Cam Newton continue avec ses problèmes de blessure, parce que bon, l'épaule c'est rarement quelque chose de très facile à soigner, surtout pour un quarterback. Là, en l'occurrence, Will Grier peut être vu comme une solution future. Après, d'un point de vue effectif complet, je dirais, Indianapolis me paraît quand même en mesure d'aller la chercher celle-là. Je suis d'accord. Il y a évidemment, avec McCaffrey, il y a toujours des records à surveiller chaque semaine. Il pourrait devenir le 3e joueur de l'histoire à avoir 100 réceptions au cours de ses 2 premières saisons. Sauf que c'est un coureur. Les 3 premiers, c'est Anquan Bolding, Brandon Marshall et Michael Thomas. C'est beau. Donc c'est des joueurs de très grande qualité et qui ont été très très forts, mais qui sont des receveurs. Et lui, ce serait évidemment le premier running back à le faire et ça montre tout son potentiel et bravo à lui. Peut-être aussi un futur Hall of Famer d'ailleurs s'il continue sur cette lancée. Là, il est parti sur des bonnes bases. C'est plutôt intéressant pour lui. Les Cleveland Browns, 6 victoires, 8 défaites face aux Baltimore Ravens, 12 victoires et 2 défaites. Celui-là aussi, on va pouvoir aller assez vite dessus. Les Browns, mathématiquement, sont encore dans la course, mais je pense qu'après ce match-là, ils ne le seront plus. Ils viennent de prendre une sacrée fessée face à Arizona. À l'inverse, les Ravens ont déroulé comme il fallait face aux Jets. Ils marchent toujours autant sur l'eau en attaque et la défense... la défense est loin d'être déraisonnable, on va dire. Donc, sur ce match-là, a priori, il n'y a pas grand-chose à jouer. Cleveland un match réussi pour Cleveland, c'est un match avec moins de 30 points encaissés. Avec un field goal. Non, mais honnêtement, si tu prends moins de 30 points face à cette équipe de Ravens, soit c'est que les Ravens, ils te l'ont laissé, soit tu as réussi à les contenir un peu. T'exagères un peu, mais bon, non, mais je comprends. Je comprends l'idée. Points en moyenne. Hein. Ce qui est intéressant sur ce match-là, en tout cas, c'est que faut rappeler que c'est le match aller. Qui avait servi d'électrochoc à Baltimore dans un match où Cleveland, un petit peu la surprise générale, avait marché sur la défense des Ravens avec un énorme match de Nick Chubb ce jour-là. Et encore, le score était assez généreux pour Baltimore. Oui. Et ça a vraiment servi d'électrochoc parce que depuis, donc il n'y a aucune défaite. Ils en sont à combien? 9 et ils sont 10. Ils en sont à 10, je crois. Oui, c'est ça. Ils sont à 12-2 et ils étaient à 2-2 à un moment donné, il me semble. Donc ils ont enchaîné 10 victoires de suite malgré tout depuis les Ravens, donc c'est un match qui a servi. Les dynamiques sont clairement plus les mêmes parce qu'en effet du côté de Cleveland on a pu espérer un temps les playoffs, mais là on voit que ça déborde un petit peu, enfin le bateau coule un petit peu de toutes parts, donc ça commence à être un peu compliqué quand même si on essaie de conforter Freddie Kitchens. C'est sûr que sur ce match-là, j'irai quand même vers Baltimore qui avec un succès peut assurer la première place de l'AFC. En plus, c'est difficile de ne pas aller vers les joueurs de John Harbaugh. Baltimore pour nous deux. Atlanta Falcons, 5 victoires, 9 défaites. Jacksonville Jaguars, 5 victoires, 9 défaites. Ouh là là. Attendez, parce qu'il y a quand même un truc exceptionnel sur ce match, c'est que Grégory Richard va pronostiquer les Falcons. Un truc qu'on peut signaler quand même, c'est que Top Coughlin a été viré par les Jaguars. Oui, mais ça, c'est moins important. non, certes, je te l'accorde, mais en les tout Jaguars cas, c'est qui quelque chose apparemment traitent leurs joueurs comme des moins que rien. Oui, apparemment, le dossier dont on parlait, l'affaire médicale dont on a parlé mardi, oui, ça a fait couler un petit peu d'encre et visiblement, ça a été fatal à Tom Coughlin qui a pris la porte assez rapidement. Pas incroyable cette histoire, mais bon. Donc, peut-être réorganisation à venir en interne, parce que on ne sait pas à quel point Caldwell, le general manager, peut être en danger également ou pas. Mais oui, alors je le dis, c'est un match très franchement qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Atlanta est quand même dans une meilleure phase. On rappelle que depuis la bye week, ils sont à 4-2. Ils ont montré du côté de San Francisco qu'ils étaient parfaitement capables en étant, pour une fois, pleinement préparés et pleinement focalisés de créer la surprise. Je joue stratégique pour les pronos, donc j'y vais avec Atlanta, parce que de toute façon, s'ils perdent, tant pis, au moins on sera top 5 de la draft. C'est vrai. Petite stat pour Julio Jones qui avec 100... Autre futur Hall of Famer. Oui, avec 119 yards à la réception, deviendrait le plus rapide des joueurs à atteindre les 12 milliards en réception. Aujourd'hui, le plus rapide, c'est Jerry Rice en 142 matchs et Julio Jones en est à 124.
Donc Julio Jones c'est meilleur que Jerry Rice. Mais je l'ai toujours su. Julio Jones a des meilleures stats. Avec les stats, on va faire dire ce qu'on veut en foot américain. Le fait est qu'on va tous les deux prendre les Falcons parce qu'ils sont quand même un peu meilleurs sur le papier quand même. Quoique la hype Gardner Minshew. Oui, enfin bon, Jacksonville a gagné à Auckland, mais c'est plus une défaite des Raiders que vraiment une victoire convaincante de Jacksonville. Ça c'est vrai. Tennessee Titans, 8 victoires, 6 défaites. New Orleans Saints, 11 victoires, 3 défaites. Les Titans sont gros à jouer sur ce match parce qu'ils peuvent maintenir leurs espoirs de qualification en vie. Maintenant, les Saints ont aussi ont aussi des intérêts à jouer ce match-là. Les Saints, je crois qu'ils ont aujourd'hui la division acquise. Oui, ça fait longtemps. Je crois depuis la victoire à Atlanta à Thanksgiving, je crois qu'ils l'ont. Ils ont la troisième place acquise, mais ils sont à égalité avec les Seahawks et les Packers. Donc là aussi, pareil, il y a un premier tour de repos à aller chercher. Et sur ce match-là, on est d'accord que normalement, on fait ce qu'il faut, que les Titans, même s'ils ils ont été très en forme jusqu'à la semaine dernière où ils perdent un match qui n'aurait pas dû perdre. Enfin, qu'il était préférable de ne pas perdre pour leur suite de saison. Je pense que ça met un petit coup d'arrêt à leur dynamique. Alors, j'étais pas complet tout à l'heure, mais je parlais du fait que si Pittsburgh gagnait, mais c'est sûr que si Tennessee gagne, si Tennessee perd, ça facilite également la tâche de Pittsburgh dans l'optique des playoffs. Mais c'est sûr que là, en l'occurrence, pour Tennessee, sachant qu'il y a un déplacement à Houston la semaine prochaine, là, très franchement, on est dans les matchs qu'il faut vraiment plus perdre du tout, et ça va pas être simple contre une équipe de New Orleans, en effet, qui va être... quand même qu'à la volonté, à l'instar de la saison passée, de finir premier de la conférence nationale, avec des défaites qui ont été évitables cette saison, notamment celle à domicile contre Atlanta. Donc très franchement, je pense que les Saints vont gagner ce match. On a vu quelques limites de Tennessee cette saison. Maintenant, je serais quand même pas étonné que les Titans s'en donnent un peu de fil à retordre. Premier match de Janoris Jenkins, d'ailleurs, sous ses nouvelles couleurs, a priori. Tu sais que historiquement, les Titans, c'est un peu une bête noire des Saints. Ils ont gagné 5 des 6 dernières rencontres. Alors, c'est une équipe qui se rencontre que tous les 4 ans. Mais le dernier match avait été gagné par les Titans, c'était à Tennessee. Le dernier match joué à New Orleans, c'était en 2011. Donc ça remonte un peu. Et les Saints avaient gagné 22-17. Il y avait déjà Drew Brees, évidemment. Mais Sean Payton a perdu 2 des 3 matchs joués contre les Titans. Donc attention. Ouais, mais à l'époque, il y avait Jeff Fisher. C'est pas impossible. Et je pense que les Titans, à l'époque, étaient à 6-9 et il fallait une victoire pour finir à 7-9. Ouais. Très important. On passe à la fenêtre de 22h25 dimanche avec les Los Angeles Chargers qui jouent à domicile / extérieur face aux Oakland Raiders à 6 victoires, 8 défaites. Je suis dépité. T'es pas très motivé pour les matchs de fin de saison. On sent que c'est pas ton truc. Ça, c'est playoff ou alors je m'en fous. Non, mais c'est pas ça. C'est que je suis fatigué. T'es consterné par on parle des Chargers. Alors, combien d'interceptions pour Philip Rivers cette semaine ? Écoute, il en est à 18 sur la saison. Ouais. Donc là, il peut en faire 2. Il peut dépasser Jameis, non ? Non, je crois que Jameis, il est déjà à plus de 20. Attends, et s'il nous fait un match comme la semaine dernière, Fifi, il y a moyen. Hein. Fifi. Bon, le backfield défensif des Raiders. Parle-le de Fifi, toi. Il est à 24, Jameis Winston. Donc bon, Philippe a encore 6 interceptions de retard. Sur 2 matchs, tout est possible. Je ne m'engage à rien. Non, mais honnêtement, en fait, ce qui me rend triste avec cette équipe, c'est qu'on a clairement vu que sans Melvin Gordon, ça marchait mieux et que limite, Philip Rivers était meilleur à ce moment-là. Parce que Austin Ekeler apportait plus de solutions, parce que du coup, il trouvait mieux ses receveurs. Depuis, c'est compliqué. Oui, il y a eu cette victoire face à Jacksonville où tout le monde s'est un peu refait la cerise et a gonflé un peu ses stats de saison. Mais honnêtement, la saison est, je trouve, une vraie déception du côté de Los Angeles. Et ça pourrait, une défaite face aux Raiders pourrait symboliser la disgrâce dans laquelle est tombée cette équipe de Los Angeles. C'est beau ce que tu Allez, le type emploie des mots forts. Un tel discours pour 2 équipes qui ne joueront pas les playoffs, c'est beau. Non, très franchement, je te rejoins globalement. Ce ne sera pas le Magic Kicker, on peut le dire tout de suite, parce que généralement, celui des Chargers n'est pas très efficace. Et puis celui des Raiders reste sur un dernier match un peu compliqué. Au moins, Badgley n'a pas raté d'extra point cette saison. Donc ça, t'as mis la barre très basse là quand même. Tu des extra points quand même. Et il rate 3 field goals. Ouais, ça va. Pour un Charger, sur 3, mais c'est bien, c'est pas mal. 3 sur 15. Bon, pour un kicker de Chargers, c'est pas mal. Bon, au-delà de la plaisanterie, j'y vais quand même avec les Chargers parce que mine de rien, au match aller, c'est pas passé loin. On rappelle que les Raiders s'étaient imposés vraiment à la dernière minute et là, très clairement, la dynamique est pas favorable à Oakland malgré le retour de Josh Jacobs. Il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser sur Derek Carr et autant l'année dernière, j'étais un peu sceptique là-dessus, autant je commence à me dire. Moi, je me dis, c'est peut-être le moment de lancer Nate P, les gars.
au point où les Raiders en sont. Ça suffit avec tes Mais en tout quarterbacks sortis de nulle cas, part. j'aurais tendance à aller vers les Chargers sur ce Ouais, match. moi aussi, parce qu'il y a encore une fois, c'est bête, on a pronostiqué les Chargers plein de fois cette saison en disant ils sont meilleurs sur le papier, mais en fait ils perdaient. Bon, je vais prendre les Chargers aussi, mais pas, pas convaincu. Denver Broncos, 5 victoires, 9 défaites. Detroit Lions, 3 victoires, 10 défaites, 1 nul. Encore 2 équipes qui ne joueront pas les playoffs, spoiler. Ah ouais. Ouais, oui, alors maintenant tu le dis, tu as raison, je l'entends. J'ai l'air blasé à chaque fois que je parle de 2 équipes qui ne feront pas les playoffs. Non, mais de fait, En même temps, blasé devant Denver Détroit, il y a quand même quelques affiches même très moches cette semaine. Même si, je le dis et je le répète depuis le début de la saison, cette équipe de Denver, elle aurait 1 ou 2 victoires de plus. Elle nous fera une saison à la Tampa que ça me choquerait pas plus que ça. Une saison à la Browns, quoi. Alors que les Lions à 3-10, hein, j'ai envie de dire. Bon. Ouais, ça c'est normal. Ça, Sur ce match-là, bon, Drew Lock c'est Drew Lock contre David Blough. Hein, c'est deux quarterbacks rookies arrivés en cours de saison. Il y a un jeu au sol qui est normalement un tout petit peu plus fort du côté de Denver. Détroit, ça a jamais été trop leur c'est fort. ça, ce que j'allais dire, le jeu au sol de Détroit. Si tu arrives à trouver moins fort que le jeu au sol de Détroit, c'est compliqué quand Il même. n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Non, et puis Von Miller est sur une pente un tout petit peu mieux là récemment. Alors que du côté des Lions, la défense n'est pas exceptionnelle. Et pas faux folle. Hein. Quand tu prends 300 yards en une mi-temps par Jameis Winston, c'est pas foufou. Ils prennent 400 yards en moyenne par match. Ouais, c'est pas foufou. Mais c'est de la faute de la blessure de Matthew Stafford. Les Broncos n'accordent que 20 points en moyenne. C'est une des meilleures équipes à ce niveau dans la ligue. À l'inverse, les Lions en accordent 26. Bon, sur ce match-là, les Lions peuvent gagner, on va pas se mentir. Hein. C'est pas non plus une force incommensurable. Oui, ça reste un match où, en effet... Denver est favori. Oui. Partons là-dessus. Oui, quand même. Là, c'est sûr que voilà, Denver, ils ont une défaite assez large à Kansas City, avec des conditions météo qui sont les mêmes pour les deux équipes, mais bon. Après, voilà, déjà sur le principe, c'est un match qui de toute façon n'était pas forcément à leur portée. Là, c'est un match à domicile contre Détroit qui vraiment est au fond du sac. Je ne sais plus à combien de défaites de suite ils en sont, mais je pense qu'on n'est pas loin des 5-6 défaites pour moi, de suite. Ils étaient à 3 et quelques 1. Ils devaient être à 3-4-1 au milieu de saison. Tu vois. Donc là, très franchement, si on ne remporte pas ce match-là à domicile, ça fera un coup d'arrêt un petit peu moche, mais en tout cas, je pense que Drew Lock a les moyens de continuer son apprentissage de manière assez positive. On est d'accord. On passe à dimanche 22h25. Seattle Seahawks 11 victoires, 3 défaites. Arizona Cardinals 4 victoires, 9 défaites, 1 nul. Tu disais assez justement que les Cardinals, ils aiment bien aller en gagner un à chaque fois du côté de Seattle. Généralement, c'est la même période de l'année. Hein. C'est week 16, week 17 et généralement, ils gagnent. Ouais, mais alors l'an dernier, c'est Seattle qui avait gagné 27-24, mais c'était serré. Oui. Forcément, il faut qu'ils me contredisent. Ah oui, mais c'est mon rôle. Non, mais sur ce match-là, les Seahawks sont dans le même cas. On parlait des Saints tout à l'heure. Ils sont dans le cas de devoir assurer leur bye week, puisqu'aujourd'hui ils sont deuxième. Ils ont peut-être même premiers. Pardon, excuse-moi. Camille m'a. Non, c'est ce que je rigole. C'est ce que j'allais te dire. Mais ils sont on ne voit que de dos depuis tout à l'heure. Puis quoi ? Il s'est retourné pour me dire premier. Ils sont premiers, les Packers sont deuxième et les Saints sont troisième aujourd'hui. Le fait est que ils peuvent assurer, parce qu'aujourd'hui ils sont assurés d'une place en playoff, mais ils sont assurés ni du titre de division, ni d'un tour de repos, ni d'avoir tous les matchs à la maison pendant les playoffs. Tout à fait. Donc ils peuvent encore finir cinquième. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est sûr que autant généralement les défaites à domicile contre Arizona ces dernières années, c'est dans des matchs qui comptaient pour du beurre. Là, en l'occurrence, sur un match où... Il y a eu des nuls aussi entre ces deux équipes, non ? Il y a eu des matchs nuls, je me rappelle quelques-uns. Il n'y a pas eu un 6-6 un peu vilain il y a 1 an et demi ou 2 ans. Ouais, il me semble. Un truc comme ça. Juste avant la semaine d'un match londonien entre Cincinnati et Washington de mémoire. Et je me rappelle 2 matchs nuls de suite en NFL, ça tu t'en rappelles. C'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire, Seattle est quand même largement favori, même si Arizona, en effet, s'est refait la cerise il n'y a pas longtemps contre les Browns. Seattle est favori. Pete Carroll, il a 13 victoires, 6 défaites et 1 nul seulement. Donc il n'y a eu qu'un seul nul, mais bon, on s'en souvient, décidément. Et Seattle est favori, c'est chez eux. Ça devrait le faire. Même si Cardinals sort d'une belle victoire face à Cleveland. Je trouve que leur fiche est un peu moche pour une équipe qui aurait pu mieux faire quand même. 4 victoires, 9 défaites, 1 nul. On va dire qu'ils ont gagné des matchs contre des équipes qui étaient prenables. De tête, ils ont dû battre Atlanta, Cincinnati. Alors, il y avait Cleveland, mais encore avant. Donc il y avait Cincinnati, Giants et Atlanta, je crois, de mémoire. Okay. Donc c'est quand même des matchs contre des équipes qui étaient, en plus, au moment où ils les ont affrontés, largement à leur portée.
Donc voilà, c'est bien qu'ils aient remporté ces matchs-là pour, on va dire, commencer sur des bonnes bases l'ère Kingsbury. Après, j'en parlais il n'y a pas longtemps, hein, avec une ligne offensive et une défense contre la passe autant en difficulté. C'est compliqué, c'est difficile de tirer plus que ce qu'ils ont réussi à faire avec ces 4 victoires et ce match nul. On est d'accord, donc on prend Seattle tous les deux. Philadelphia Eagles, 7 victoires, 7 défaites. Dallas Cowboys, 7 victoires, 7 défaites. C'était notre affiche de la semaine, on en a parlé et on prend tous les deux les Cowboys. Tout à fait. C'est ça. Le Sunday Night Football, dimanche dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Ce sont les Chicago Bears à 7 victoires et 7 défaites contre les Kansas City Chiefs à 10 victoires et 4 défaites. Ce sont les retrouvailles de Matt Nagy avec son ancien maître coach. Son ancien gourou, son ancien ce que vous voulez, avec Andy Reid. Les Chiefs qui sont assurés de la division, qui sont aujourd'hui 3e, mais qui à 10-4 peuvent encore aller chercher peut-être une première place. Première place, non, ça m'étonnerait. Non, pas une première place, mais un tour de repos. Ils peuvent aller chercher la deuxième, la deuxième place. Donc pourquoi pas. Les Bears sont sur une moins bonne série. Il y a eu un petit mieux, et puis là, 2 défaites d'affilée, je crois. En tout cas, une défaite face à Green Bay la semaine dernière. On va dire qu'ils avaient un calendrier relativement favorable ces dernières semaines. Et puis voilà, à Green Bay, même s'ils ont espéré, de par le manque d'efficacité offensive de Green Bay, bon, c'est pas illogique qu'ils perdent du côté des Packers. Je serais pas étonné qu'ils perdent en plus à domicile contre Kansas City face à des Chiefs qui vraiment, j'insiste là-dessus depuis la bye week, sont vraiment revenus gonflés à bloc. Et je sais pas si Terrell Suggs pourra jouer ce match-là en plus, mais défensivement, ils ont également du renfort. Tyrann Mathieu pèse de plus en plus, je trouve. Oui, bah, sûrement. Je vais pas dire de bêtises parce que du coup, quand on voit quand même pas mal de matchs, mais oui, en effet, il fait quand même pas mal d'actions décisives défensivement, en tout cas plus que ce qu'il pouvait montrer en début de saison. 2 passes défendues et un sac la semaine dernière, 5 plaquages, 3 des 4 derniers matchs avec des passes défendues, et c'est le seul defensive back avec plus de 2 sacs et plus de 2 interceptions sur les 2 dernières saisons. Voilà. Donc c'est de bon augure, en tout cas pour cette équipe de Kansas City, et ça peut en effet être de nouveau compliqué pour cette attaque des Bears qui, malgré un léger mieux, on dira, comme par exemple le match contre Dallas, reste quand même à un niveau somme toute relatif. Et enfin, le Monday Night Football, la fameuse affiche de NFC Nord entre les Minnesota Vikings à 10 victoires, 4 défaites et les Green Bay Packers à 11 victoires, 3 défaites. Ça aurait pu être notre affiche de la semaine, mais c'est 2 équipes qui vont faire les playoffs. Donc on s'est concentré sur une autre affiche. Les Vikings aujourd'hui qui sont 6e, mais qui ne sont pas encore assurés. Mais bon, on l'a dit, ils ont quand même 2 matchs d'avance sur les Rams, donc normalement c'est bon. Les Packers qui sont 2e avec 11 victoires et 3 défaites. Sur ce match-là, au vu de la dynamique actuelle et de ce qu'on a vu toute la saison, en plus Dalvin Cook est sorti en cours de match la semaine dernière, mais normalement il joue. J'ai pas vu de signe contraire en tout cas. Non, Adam Thielen est revenu, enfin. Kyle Rudolph, je trouve, est en train de s'imposer comme une vraie solution de sûreté, on va dire, du côté de Kirk Cousins. Et tu as toujours Stephon Diggs en plus. Il y a, je trouve, une armada offensive du côté de Minnesota qui est pas loin d'être une des meilleures de la ligue aujourd'hui quand elle est au complet. Et bon, en face, oui, tu as Aaron Jones, oui, tu as Aaron Rodgers, tu as des très très bons joueurs aussi. Mais je trouve que la dynamique est un peu meilleure côté Minnesota. Oui, et puis alors ça, c'est un point que j'avais exposé il y a quelques semaines de ça, c'est que l'attaque de Minnesota ces dernières semaines me rassurait, et j'avais la sensation que du côté de la défense, par rapport au standard qu'on avait depuis l'arrivée de Mike Zimmer, ça piochait un peu, on dira peut-être hormis le pass rush notamment avec un bon Daniel Hunter. Les 4 devant sont très forts. Voilà, mais sinon derrière c'est... En tout cas, très clairement, défensivement, il pouvait y avoir mieux que ça. Après, là, on a vu que face aux Chargers, ils ont quand même provoqué beaucoup de pertes de balles. Donc, des 2 côtés du ballon, ça commence à gagner un petit peu en confiance. Et face à une équipe de Green Bay qui est solide depuis le début de la saison, qui gagne les matchs qu'ils doivent gagner, mais qui, en effet, et ça, Raphaël en parlait mardi, par rapport à d'autres favoris de la conférence nationale, pour l'instant, on a du mal à être vraiment en extase devant ce que montrent les Packers. J'aurais tendance quand même à plus aller vers Minnesota sur ce match-là. Au match aller, en plus, ça avait quand même été très équilibré. Je crois qu'il y avait eu 21-17 en faveur de Green Bay dans une fin de match un petit peu
accroché de bout en bout. Donc je vois bien Minnesota aller s'imposer pour semer le doute jusqu'au bout dans cette NFC Nord. On me dit dans l'oreillette que Dalvin Cook serait off. L'oreillette étant Camille Sarabène via notre messagerie interne. Ah, mais oui, il termine avec Boone le match la semaine dernière, je crois. Oui, mais du coup, j'avais pas eu l'info qu'il était off. Mais j'y vais quand même avec Minnesota par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Le match aller, on a dit, oui, ça avait été gagné par les Packers. 24-17, non, c'est pas ça 21-16, pas loin. Ah, 21-16, pardon. Oui, mais c'était assez serré. Voilà pour tous les... J'ai pris les Vikings. Hein. Voilà pour tous les pronos. Oui, tu copies sur moi, de toute façon, tu peux le dire, on a remarqué. Hein. C'est vrai, on va passer tout de suite aux meilleures cotes.